pour Gadel 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, la corruption gangrène le Maroc. Le lien entre l'argent sale et la politique dans le royaume mis en évidence par l'association marocaine pour la protection des deniers publics. Les Rwandais ont voté ce lundi pour la présidentielle et les législatives. Un 4e mandat en vue pour le président sortant, Paul Kagame. Et enfin, arrestation au Kenya d'un tueur en série. Après la découverte de 9 corps de femmes démembrés dans une décharge, le suspect a avoué avoir assassiné plus d'une quarantaine de personnes. Bonsoir à toutes et à tous. Poursuite ce lundi des travaux de la 12e édition de l'Université d'été des cadres de la RASD du Front Polisario. Plusieurs thèmes de grande importance seront examinés à l'instar de la situation géopolitique actuelle, en particulier à la lumière des transformations globales en cours sur l'échiquier international. Les thèmes de la lutte contre le pillage des ressources naturelles ou encore de l'analyse de la situation des droits humains dans les territoires occupés seront également abordés. Les militants et les cadres participant à ces activités auront accès à des conférences et à des cycles de formation sur l'histoire du combat anticolonial, notamment de l'expérience algérienne, de la relation entre le combat du peuple sahraoui et la résistance du peuple palestinien contre la barbarie sioniste, ou encore l'évolution sur le terrain du conflit armé au Sahara occidental qui a repris depuis plus de 3 ans. Solidarité avec la cause sahraoui. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a été reçu ce lundi par son homologue sud-africain, Ouzi Ronald Lamola, à Pretoria. Le chef de la diplomatie sahraoui, en sa qualité d'envoyé spécial du président Brahim Ghali, a tenu à rappeler les liens forts qui unissent le Sahara occidental et l'Afrique du Sud. Je suis ici en qualité d'envoyé spécial du secrétaire général du Front Polisario, président de la République arabe sahraoui démocratique, afin de faire parvenir un message d'amitié et de gratitude au président sud-africain Cyril Ramaphosa et à tout le peuple d'Afrique du Sud, mais aussi afin de rappeler les liens de fraternité et de coopération qui unissent nos deux peuples contre toutes les formes de colonialisme, d'expansionnisme et de discrimination raciste. Évidemment, nous sommes réunis aujourd'hui non seulement afin de nous entretenir sur nos relations bilatérales, mais aussi pour échanger sur les sujets qui concernent notre continent africain. En réalité, notre réunion a été très productive et fructueuse, et ce, dans le sens du renforcement des relations bilatérales avec le peuple du Sahara occidental, ainsi que pour poursuivre notre soutien à l'application des résolutions des Nations Unies et à la mise en œuvre du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Le Maroc enchaîne les scandales de corruption, une grave menace pour la stabilité du pays. Le président de l'Association marocaine pour la protection des deniers publics, Mohamed Ghaloussi, a justement mis en évidence l'ampleur des liens très étroits entre l'argent sale et la politique au royaume. Les détails, Hamid Machri, récit Khairuddin Bataj. Les témoignages et prises de parole des différents avocats marocains rassemblés samedi à Rabat autour d'une conférence sur les défis de la lutte contre la corruption se sont accordés unanimement sur le constat que le régime de Makhzen est bâti sur la corruption. Les conférenciers ont affirmé que la corruption est un gros problème au Maroc qui prend de l'ampleur et que de plus en plus de secteurs et domaines d'activité sont concernés. L'avocat marocain Mohamed Ghaloussi, également président de l'Association marocaine pour la protection des deniers publics, met en évidence le fait que la corruption règne au sein du gouvernement et du système juridique marocain. La question de la corruption au Maroc n'est pas une question de personnes ou de comportements spécifiques, mais plutôt un problème systémique, un problème structurel. C'est un problème et un dilemme d'absence de démocratie et d'état de droit. Le plaidoyer et accusations portées par Ghaloussi sont axés sur des observations et des cas confirmés de la politique généralisée de l'impunité et de l'absence de mesures dissuasives. En plus d'être très courante et généralisée au sein de l'État marocain, la corruption constitue également un obstacle à la croissance économique
et l'amélioration du mode de vie des Marocains. Ici, la corruption est depuis longtemps tolérée au plus haut niveau du gouvernement et des administrations marocaines. L'application de la loi et de réformes juridiques sont entravées par des juges, des avocats et les forces de sécurité. Ce n'est plus un secret aujourd'hui que les avocats se livrent au chantage et à la corruption. Ce n'est plus un secret que des avocats ont accumulé une grande richesse en raison de la prévalence de la corruption et des pots de vin. Ce n'est plus un secret non plus que certains juges contribuent d'une manière ou d'une autre à cette situation. Ce n'est également plus un secret qu'au sein de la police judiciaire, il existe également des anomalies et de la corruption. Au Maroc, ce qui rend la corruption très dangereuse est ce rapport étroit entre l'argent sale et le pouvoir. Dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce lundi une nouvelle réunion du Conseil des ministres consacrée à des dossiers et exposés se rapportant au secteur de l'agriculture et des ressources en eau. Les conditions d'accueil de la communauté nationale à l'étranger au niveau des différents postes frontaliers durant la saison estivale ont également été abordées. L'Algérie qui a réalisé de bonnes performances en matière de croissance dans un contexte mondial de plus en plus difficile. Le représentant résident de la Banque mondiale pour le pays, Kamal Braham, a souligné le dynamisme de l'économie algérienne qui a réussi à maintenir sa croissance autour d'un taux moyen de 4%. Si on regarde l'économie algérienne, sur les 3 dernières années, on a eu un taux de croissance qui était proche de 4%, un petit peu moins. Un petit peu 4% plus. Oui, un petit peu plus, un petit peu moins, 3,6, 3,8, 4. Mais sur les 3 dernières années, on a réussi à maintenir cette tendance dans un contexte où des pays arrivaient à peiner à avoir une croissance positive. Donc, je veux dire que c'est quand même une performance dans le contexte actuel, qui a été certes aidée par je dirais, les augmentations de prix et la demande de gaz, mais pas que. Je pense que le dynamisme de l'économie algérienne est visible. Je pense que, d'une certaine manière, la période du Covid a stimulé l'économie algérienne parce que, à cause finalement, on sent qu'il y a une industrie qui s'est développée pour répondre à la demande intérieure. Donc, il y a une dynamique qu'on voit, je dirais, dans la vie de tous les jours et qu'on voit sur les chiffres. Alors, en 2022, donc, il y a eu le Covid, donc une chute du PIB. Et en 2022, donc ça c'était en 2020, en 2022, l'économie avait déjà retrouvé son niveau pré-Covid. Autre actualité nationale, l'Algérie a participé par l'intermédiaire de sa représentante auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à la 106e session du Conseil exécutif qui s'est tenue du 9 au 12 juillet à La Haye. Lors de cette session, plusieurs questions liées à la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques ont été débattues en sus de l'examen des développements qu'a connu l'organisation, notamment en matière d'industrie chimique depuis la précédente session, dont le rapport a été présenté par l'ambassadrice Salima Abdelhak en sa qualité de vice-présidente du Conseil. Et c'est le jour J. Les Rwandais se sont rendus aux urnes ce matin pour élire leur prochain président. Ce scrutin présidentiel et législatif représente non seulement une opportunité pour les citoyens d'exprimer leur choix, mais aussi un test important pour la stabilité politique et la transparence électorale dans le pays. Mohamed Walid Ben Chaban. Le Rwanda a un moment décisif de son histoire politique. Des millions de Rwandais ont voté ce matin pour élire leur prochain président. Cette épreuve est particulièrement importante, marquant un tournant potentiel dans l'évolution démocratique du pays. Je suis venue voter tôt, comme ça je peux retourner au travail. Pour moi, c'est important de voter. Nous avons la chance de vivre dans une bonne démocratie où la population peut choisir ses dirigeants. Ils travaillent pour nous. Ils nous représentent et font les choix pour assurer le développement de notre pays. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai ressenti le besoin de venir voter pour le président qui sera mon leader.
C'est le devoir de tout citoyen rwandais. Maintenant que j'ai voté, je me sens bien. Tout est parfait. Tout est parfait. Pour ce double scrutin présidentiel et législatif, chaque candidat apporte une vision différente pour l'avenir du Rwanda. Le président sortant se représente avec l'intention de poursuivre ses réformes économiques et de maintenir la stabilité du pays. Je suis venu voter pour un bon dirigeant. Je sais pour qui je vais voter. Cette personne est dans mon cœur. Ça sera quelqu'un qui a déjà fait beaucoup pour nous et nous a aidés dans notre développement. C'est pour ça que je suis venu tôt. Les enjeux de ce double scrutin sont multiples, représentant une opportunité pour les citoyens de façonner l'avenir du Rwanda qui cherche à instaurer une plus grande démocratie et à poursuivre sa dynamique de développement. On en parlait en titre de ce fait divers au Kenya. La police a annoncé avoir arrêté ce lundi un tueur en série psychopathe qui a avoué avoir tué 42 femmes après la découverte de 9 corps mutilés dans une décharge de la capitale Nairobi. Le suspect de 33 ans aurait également assassiné et démembré son épouse. Pour l'heure, les recherches se poursuivent à la décharge et au domicile du suspect. Le suspect a été arrêté à Soweto dans le sous-comté de Kayole ce matin vers 3 heures lors d'une opération conjointe de la DCA et des services de la police nationale. Le suspect a avoué avoir attiré, tué et jeté 42 corps de femmes dans la décharge, toutes assassinées entre 2022 et le 11 juillet 2024. 9 personnes ont été tuées et 20 autres blessées à Mogadiscio, capitale de la Somalie, dans l'explosion d'une voiture piégée devant un café bondé en raison de la retransmission de la finale de l'Euro 2024 hier soir. Un véhicule chargé d'explosifs aurait provoqué l'explosion dévastatrice du restaurant. J'ai quitté cet endroit, le café, à 22 heures après l'explosion. 5 de mes amis ont été tués et 20 blessés au moment de l'attentat. Ils regardaient la finale de l'Euro. Je suis parti d'ici à 17 heures pour une courte pause et se préparer à regarder la finale de l'Euro. Vous comprenez qu'il y a une zone où les jeunes hommes se sont rassemblés pour regarder la finale. Tard dans la nuit, on m'a appelé pour me dire qu'un attentat à la voiture piégée avait visé le café. Qu'Allah accorde sa miséricorde aux morts et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur A24 News. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne.